Imagine la scène. Un camion chargé à bloc, une pente qui s'étire à perte de vue, et sous les pieds du chauffeur, une pédale qui répond de moins en moins. Le véhicule accélère, les freins chauffent, et au fond du canyon, la route continue de descendre. C'est dans ce silence oppressant, cette fraction de seconde, où l'on réalise que la mécanique vous abandonne, que se joue parfois la différence entre rentrer chez soi et ne jamais repartir. Si tu veux comprendre comment une invention née d'une quasi-catastrophe a transformé le transport routier pour toujours, reste jusqu'au bout. Et si ce genre d'histoire te parle, abonne-toi et laisse un commentaire. Les premiers camions diesel lourds ne disposaient que d'une seule arme contre la gravité, les freins à friction. Appuie sur la pédale, les mâchoires serrent le tambour et le mouvement se convertit en chaleur. Sur terrain plat, ça suffisait, mais sur une longue descente, cette chaleur s'accumulait sans jamais se dissiper complètement. Passé les 500 degrés, la garniture de frein perdait progressivement sa prise. C'est ce qu'on appelle le fading. Ça n'arrivait pas d'un coup, ça s'installait sournoisement, degré après degré, jusqu'au moment où le chauffeur comprenait que son camion de plusieurs dizaines de tonnes, lancé dans la pente, ne répondait plus vraiment à ses ordres. Le camion fou n'était pas une légende, ce n'était pas un scénario théorique évoqué dans les manuels de sécurité. C'était une réalité documentée, une menace concrète que les routiers de l'époque intégraient dans leurs calculs de risque quotidien. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, des milliers d'incidents de ce type étaient recensés chaque année aux États-Unis, quand le réseau autoroutier Interstate a permis aux camions de rouler plus vite sur des cols plus longs. Les États ont commencé à construire des rampes d'urgence, des sorties de secours creusées dans le gravier sur le bord de la route. Plus de 150 avaient été construites avant 1990. Ces rampes n'étaient pas un excès de précaution, elles étaient la preuve que l'industrie avait accepté l'idée que certains camions allaient inévitablement perdre le contrôle et qu'il fallait juste prévoir où ils s'arrêteraient. Le moteur diesel avait tout changé dans ce que pouvait transporter un camion. Plus puissant, plus fiable, plus économe que les moteurs à essence de l'époque, il avait permis d'augmenter les charges, d'allonger les distances, de faire rouler des véhicules toujours plus lourds sur des routes toujours plus longues. Les charges brutes montaient à 60 000, 70 000 livres, et pendant ce temps, les freins restaient exactement les mêmes. L'industrie n'était pas restée passive face à ce déséquilibre. Les fabricants avaient développé des garnitures plus résistantes à la chaleur. Les exploitants de flotte formaient leurs chauffeurs à frôner par impulsion courte plutôt qu'en appui continu pour laisser les tambours refroidir entre deux applications. Les conducteurs apprenaient à rétrograder avant les descentes, à laisser la compression du moteur absorber une partie de l'élan. Certains, sur les pentes les plus sévères, s'arrêtaient carrément sur le bord de la route et attendaient que leurs freins refroidissent avant de continuer. Mais aucune de ces méthodes ne résolvait quoi que ce soit en profondeur. Ce n'était que de la gestion du problème, pas sa solution. Clécy Cummins, fondateur de la Cummins Engine Company et l'une des figures les plus influentes de l'industrie diesel américaine, avait lui-même failli en mourir. En 1931, lors d'un voyage promotionnel à travers les États-Unis, destiné à démontrer au grand public la fiabilité du moteur diesel, il avait abordé la descente du col de Cajon, en Californie, avec un camion surchargé sur une route de gravier étroite et sinueuse, sans glissière de sécurité. Il était entré dans la descente dans un rapport trop élevé. Le camion avait commencé à s'emballer presque immédiatement. Cummins avait tenté de passer à un rapport inférieur, mais la vitesse était déjà trop élevée pour enclencher proprement. Forcer la boîte risquait de bloquer le train de roulement. Il avait alors sollicité les freins, mais les tambours étaient déjà chauds depuis le début de la descente, et la pédale répondait de moins en moins à chaque pression, pendant que l'odeur de la garniture brûlée envahissait la cabine. À la sortie du dernier virage, en bas de la pente, une voie ferrée traversait la route. Un train de marchandises était en train de la franchir. Cummins n'avait ni la distance ni les freins pour s'arrêter. Le fourgon de queue du train dégagea le passage à quelques centimètres près. Cummins immobilisa le camion de l'autre côté des rails, les mains tremblantes. Dans ses écrits, il évoquera cet épisode jusqu'à la fin de sa vie. Et dès ce soir-là, quelque chose s'était cristallisé dans son esprit. Le moteur diesel, qui avait failli le tuer, portait en lui la réponse au problème qu'il venait de survivre. Il n'y donna pas suite immédiatement. Les décennies suivantes furent
consacré à construire et à affiner des moteurs, à faire de Cummins Engine un acteur majeur de l'industrie. Mais quand il prit sa retraite en 1955, il revint à cette idée qui n'avait jamais vraiment quitté sa pensée. Transformer le moteur diesel lui-même en dispositif de freinage. Le raisonnement était ancré dans la mécanique fondamentale du moteur. Lors de la course de compression, le piston remonte et comprime l'air jusqu'à des rapports allant de 17 pour 1 à plus de 20 pour 1. Cette compression représente une quantité d'énergie considérable. En fonctionnement normal, le carburant est injecté juste avant que le piston n'atteigne le point mort haut, la chaleur de l'air comprimé l'enflamme et le piston redescend avec une force qui fait tourner le vilebrequin. Le moteur récupère l'énergie qu'il vient de dépenser et bien plus encore. L'idée clé de Cummins était la suivante. Si on ouvre la soupape d'échappement au sommet de la course de compression juste avant que le piston ne redescende, l'air comprimé s'échappe par le système d'échappement. Le moteur a dépensé de l'énergie pour comprimer cet air et il n'en récupère rien. Sur 6 cylindres en séquence, répétés des centaines de fois par minute, cet effet produit une force de ralentissement soutenue, sans aucune friction, sans aucune chaleur dans les freins de service, sans dégradation possible, quelle que soit la durée de la descente. Au milieu des années 1950, Cummins avait formalisé ce principe et l'avait breveté. Il le présenta à la Cummins Engine Company, mais la direction n'y vit pas de débouché commercial immédiat et décida de ne pas le développer. Il prit alors contact avec Jacobs Manufacturing, une entreprise du Connecticut spécialisée dans les composants moteurs, et en avril 1960, la division Clessie L. Cummins de Jacobs fut créée pour transformer le concept en système de production. Officiellement, le système s'appelait Jacobs Engine Brake, mais les routiers, comme toujours, avaient trouvé mieux, le Jake Brake. Le surnom s'imposa rapidement dans tout le secteur. Le défi technique était de construire un mécanisme capable d'ouvrir la soupape d'échappement au moment exact voulu dans le cycle de compression, en utilisant des composants pouvant être montés sur des moteurs de série sans les repenser de fond en comble. La solution développée par les ingénieurs de Jacobs utilisait la pression d'huile du moteur comme force d'actionnement. Un boîtier fixé au-dessus des culbuteurs contenait 2 pistons, maître et esclave. Quand le chauffeur activait le système via un interrupteur dans la cabine, un électrovanne s'ouvrait et laissait entrer l'huile sous pression dans le boîtier. Lorsque le culbuteur d'injecteur montait sur son cam, il appuyait sur le piston maître, piégeait l'huile et construisait une pression hydraulique. Cette pression était transmise au piston esclave qui ouvrait brièvement la soupape d'échappement au sommet de la course de compression avant que l'air comprimé ne repousse le piston vers le bas. La charge comprimée s'échappait par l'échappement, l'énergie de compression était dissipée et le piston repartait sans rien pour le pousser. Le moteur venait d'être converti en temps réel d'une source de puissance en dispositif de freinage. Les premières unités de production pour les moteurs Cummins de la série NH furent livrées en 1961. Le système fut ensuite adapté aux moteurs Detroit Diesel série 71, puis à Caterpillar, Mack et d'autres, à mesure que la technologie faisait ses preuves sur le terrain. Ce qui rendait le système si efficace sur un diesel tenait précisément à son rapport de compression. Un moteur à essence comprime son mélange air-carburant à des rapports d'environ 9 à 12 pour 1. Un diesel comprime l'air seul à des rapports de 17 à plus de 20 pour 1. Les pressions en jeu au point mort haut sont donc considérablement plus importantes, ce qui signifie plus d'énergie à dissiper, donc plus de force de freinage disponible par cylindre et par course. Sur un poids lourd de classe 8 en pleine charge descendant une longue pente de montagne, un Jake Brake en bon état pouvait fournir suffisamment de ralentissement pour maintenir le camion à vitesse constante sans toucher une seule fois à la pédale de frein de service selon la pente et le chargement. Les versions ultérieures ajoutèrent des niveaux de freinage sélectionnables en activant différents nombres de cylindres, permettant au conducteur d'adapter la force de ralentissement à l'inclinaison de la route. Les routiers l'adoptèrent rapidement et les raisons n'étaient pas difficiles à comprendre.
Avant le frein moteur, descendre un col de montagne chargé était un exercice d'angoisse permanente. Un calcul incessant sur la quantité de frein à appliquer, le moment où lâcher pour laisser refroidir les tambours, l'incertitude sur ce que cachait le virage suivant. Les conducteurs qui roulaient régulièrement en montagne décrivirent le jailbreak comme une révolution. Pour la première fois, ils pouvaient activer le système en haut d'une pente, choisir le niveau de freinage adapté aux conditions et descendre pied levé, sentant le moteur retenir le camion avec une résistance stable et maîtrisable qui ne faiblissait jamais, quelle que soit la longueur de la descente. L'usure des garnitures coups de frein chuta sur les camions équipés, ce qui se traduisit directement en réduction des coûts de maintenance et en moins d'immobilisation sur le bord de la route. Pour les exploitants de flotte parcourant les Rocheuses, les Appalaches ou la Sierra Nevada en permanence, la logique économique était évidente. Et derrière les chiffres, il y avait une valeur qu'aucune comptabilité ne pouvait vraiment chiffrer. Le son, en revanche, était quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Quand un jailbreak fonctionne, l'ouverture rapide et répétée des soupapes d'échappement sur plusieurs cylindres produit un claquement staccato caractéristique qui porte très loin. Ce bruit vient de la libération soudaine de l'air comprimé par l'échappement à chaque course de compression. Sur un 6 cylindres en ligne, à grand volume cylindrique tournant à régime autoroutier, ces libérations se produisent des centaines de fois par minute. Sur les camions sans silencieux ou équipés de tubes d'échappement droit, courant sur les anciens véhicules et resté populaire chez les propriétaires exploitants pour les gains de puissance qu'ils procuraient, le son était amplifié de manière considérable, traversant vallées et quartiers résidentiels sans rien pour l'atténuer. En race campagne, sur une autoroute, c'était simplement la bande sonore du transport routier. Dans une petite ville à 2 heures du matin, avec un camion chargé descendant une pente au milieu d'un quartier habité, c'était une autre affaire. Les plaintes commencèrent à s'accumuler à mesure que le jailbreak se répandait dans l'industrie et les communes situées sur les grands axes de transit commencèrent à afficher des panneaux qui allaient devenir l'un des marqueurs les plus reconnaissables de la culture routière américaine, No Engine Brake ou No Jake Brake, souvent accompagnés d'un montant d'amende. Ces panneaux apparurent partout où une pente significative faisait traverser des camions dans des zones peuplées. Le débat qu'ils représentèrent était sincère. Les riverains soutenaient que le bruit était inutile et perturbateur, que les chauffeurs pouvaient utiliser leurs freins de service en traversant les agglomérations et réserver le frein moteur pour la pleine campagne. Les conducteurs et les défenseurs de la sécurité répondaient que restreindre le jailbreak précisément là où des pentes existaient revenait à demander aux chauffeurs de s'en remettre aux freins à friction dans les situations exactes où ces freins risquèrent de défaillir. Beaucoup de conducteurs ignoraient les panneaux dans les descentes les plus raides, jugeant que le risque de fading était supérieur à une amende qui ne serait peut-être jamais émise. Dans certaines juridictions, ces amendes pouvaient atteindre plusieurs centaines de dollars, mais l'application des règlements était aléatoire, et la validité juridique des ordonnances locales variable. Ce débat n'a jamais été tranché définitivement, et les panneaux sont toujours là aujourd'hui, sur les routes où les camions et les quartiers résidentiels se croisent dans les descentes. Mais ce qu'ils confirmaient surtout, c'est à quel point le jailbreak s'était profondément ancré dans la culture et le fonctionnement du transport lourd. Au moment où les communes commençaient à y consacrer des règlements, le système était déjà devenu l'équipement standard sur la quasi-totalité des nouveaux poids, lourds de classe, 8 vendus en Amérique du Nord. Peterbilt, Kenworth, Freightliner et International le proposaient tous en série ou en option. Les grands motoristes, Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, Mack, avaient chacun développé leur propre version. La technologie était passée d'une invention brevetée à un standard industriel en à peine 2 décennies, ce qui, dans le domaine du génie des véhicules lourds, représente un cycle d'adoption remarquablement rapide. En 1992, l'ASME reconnut le Jacobs Engine Brake comme un landmark historique du génie mécanique, une consécration qui signifiait que le système n'avait pas simplement amélioré le transport routier, mais qu'il avait fondamentalement repoussé les limites de ce qui était possible dans l'opération de véhicules lourds en montagne.
Les rampes d'urgence qui bordent encore les descentes de l'Interstate 70 dans les Rocheuses et des dizaines d'autres cols à travers le pays sont un témoignage silencieux de ce que l'industrie était avant que le problème ne soit résolu. Elles ont été construites parce que la défaillance des freins sur les pentes sévères était suffisamment prévisible pour justifier une réponse infrastructurelle permanente. Le Jake Brake n'a pas rendu ces rampes inutiles. Les systèmes de freinage peuvent encore tomber en panne et les chauffeurs peuvent encore faire des erreurs. Mais il a offert aux routiers quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, la capacité de retenir un camion en pleine charge sur une pente de montagne sans dépendre de freins qui pouvaient à tout moment les abandonner. Si cette histoire t'a captivé et que tu veux continuer à découvrir les inventions méconnues qui ont façonné notre monde, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire quelle invention ou quelle histoire technique tu aimerais qu'on explore ensemble la prochaine fois.